Bonjour, bonsoir. Sur cette conférence d'introduction à la formation praticien sketchnoting, donc conférence que j'ai intitulée un peu pompeusement Les secrets du sketchnoting. Alors pourquoi les secrets du sketchnoting? Parce que je vais vous donner des choses qui sont plutôt de l'ordre de la mise en contexte autour de la prise de notes visuelle ce soir. Et je vais aussi vous donner des choses très pratiques, très concrètes, et ça sera un vrai prérequis, quelque chose que je vais répéter encore et encore pendant la formation, sur vraiment des fondamentaux qui sont extrêmement importants et qui sont souvent mal compris quand on prend des notes visuelles et on a l'impression, vous avez peut-être l'impression, si vous avez vu des sketch notes à droite ou à gauche, que pour faire du sketchnoting, il faut avoir un espèce de super pouvoir. Alors que pas du tout. Vous allez voir, ça n'est que de la méthode. C'est vraiment de la méthode. C'est des éléments, un certain nombre d'étapes à respecter, faire les choses dans un certain ordre, avec un certain état d'esprit. Et du coup, une fois qu'on comprend la méthode, et ça va être l'enjeu de ce soir, hein, une fois qu'on comprend la méthode, qu'on l'apprend et qu'on la pratique, ça va très vite de monter en compétence et de prendre des notes comme ça au quotidien. Donc, pour ce soir, je vous ai préparé une présentation sous forme de planche de facilitation graphique. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez l'image en grand? Oui, c'est bon? Ok. Donc, les secrets du sketchnoting. La méthode point par point pour prendre des notes visuelles efficaces. Effectivement, en plus des éléments de contexte, à la fin, hein, je vous donnerai des choses très concrètes que je répéterai dans la formation et vous verrez combien c'est important. En guise d'introduction, je vais me présenter en deux mots. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Cyril Met, je suis formateur en efficience cognitive et puis je suis aussi clarificateur visuel. Alors l'efficience cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que j'aide mes clients euh, à faciliter leur traitement de l'information au quotidien. Et je travaille à partir de ces trois axes que vous voyez ici. La lecture efficace, on appelle improprement lecture rapide, hein. La vitesse n'est qu'un paramètre et souvent n'est pas le plus important à mon sens, hein. Lire vite sans comprendre, ben, voilà. Vous voyez que ça ne sert pas forcément à grand-chose. Il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en compte dans la lecture efficace. Les techniques et les stratégies de mémorisation. Et ma spécialité, entre guillemets, c'est vraiment la pensée visuelle et les outils de pensée visuelle. Et c'est ce qu'on va voir ce soir avec le sketchnoting et que vous allez voir mis en œuvre avec de la facilitation graphique qui ressemble un peu au sketchnoting, c'est juste la finalité qui est différente. Le sketchnote, c'est pour vous, la facilitation graphique, c'est plutôt pour les autres. Et on utilise la même boîte à outils. Et puis la clarification visuelle, c'est tout simplement bah, la capacité à rendre de l'information claire, intelligible, impactante, mémorable avec, euh, avec les outils qu'on va voir notamment ce soir avec le sketchnoting. Et donc je fais ça pour des clients, soit pour clarifier leur message d'un point de vue professionnel, que ça soit pour eux, clarifier leurs idées sur comment transmettre, ou vraiment de la construction de planches pour des clients. Et puis de l'accompagnement sur de la clarification intérieure, entre guillemets, quand on est un peu perdu, et ben la facilitation, la clarification visuelle peut être une grande aide pour remettre les choses d'équerre et voir qu'est-ce qui est vraiment important. Donc voilà, juste en guise de présentation rapidement. Et oui, j'ai été champion du monde de mind mapping, c'était en 2018. Je pense que la majorité d'entre vous, vous le savez, vous avez vu ça passer. Mais le plus important, c'est quel est l'objectif de cette conférence d'introduction? Et bien tout simplement, vraiment de vous donner les clés de compréhension pour savoir ce qu'est le sketchnote, d'où ça vient, dans quoi ça s'intègre. Et d'un point de vue plutôt pratique, vous donner vraiment les éléments méthodologiques et voir techniquement comment ça se transfère concrètement dans la prise de notes. Donc il y a vraiment ces deux aspects, un aspect plutôt contextuel et un aspect plutôt pratique et très concret. Et donc le programme de cette conférence d'introduction, vous l'aurez sous forme de mind map. Donc l'introduction, on est en train de la terminer. On verra qu'est-ce que le sketchnoting, qu'est-ce que la pensée visuelle, qu'est-ce que sont les outils de pensée visuelle. Je ne vais pas m'arrêter au sketchnoting, je vais vous montrer ce qu'est le sketchnoting et sa place dans le monde de la pensée visuelle. Et qu'est-ce que vous pouvez espérer en faire. Une séquence très rapide sur l'historique un petit peu de la pensée visuelle. Vous allez voir, c'est très très ancien.
Même si la façon de pratiquer le sketchnote, c'est plutôt récent, voire très récent, ça n'a même pas une dizaine d'années, ça doit avoir 5 6 ans, je pense. Mais on va voir que cette façon de traiter l'information avec du texte, avec des images sur un même support de façon assez libre, c'est très ancien. Donc voilà, pour l'introduction, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec qu'est-ce que la pensée visuelle, qu'est-ce que le sketchnote, et on va voir quelques exemples. Donc déjà, la pensée visuelle, ce que j'appelle la pensée visuelle, euh, je vais la définir de façon très personnelle, c'est ma définition. C'est le fait d'associer des éléments textuels sous forme de mots, alors suivant les outils, suivant les contextes, soit sous forme de mots-clés, ou soit sous forme de phrases courtes en général, mais pas des grands pavés de texte, hein, des choses synthétiques et claires. Donc on va associer des éléments textuels avec tout simplement des éléments graphiques. Et quand on parle éléments graphiques, on pense à quoi en premier en général? On pense aux pictos. Et on va le voir dans cette conférence, les pictos, c'est la cerise sur le gâteau et c'est vraiment, vraiment pas le plus important dans un sketchnote. Même si, en général, on vient pour ça, mettre des petits dessins sur ses notes pour les rendre plus clairs, plus sympas, etc. Euh, on le fera dans la formation, vous allez voir, c'est super simple à faire. Je vous montrerai comment faire des personnages, etc. pour rendre plus vivantes, pardon, les idées importantes. Mais il y a d'autres éléments qui sont extrêmement importants. Il y a les conteneurs, les séparateurs, les connecteurs, tout ça, ce sont des espèces d'éléments graphiques, j'appelle ça des fois des éléments graphiques grammaticaux, dans le sens où ce sont ces éléments qui vont donner du sens, du contexte, ce qui va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport aux mots, et vous créez un système d'information au sens premier du terme, des idées clés qui sont connectées, interconnectées entre elles. Donc la pensée visuelle, ce sont des éléments textuels, des éléments graphiques pour représenter de l'information. Quand on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a pas dit grand-chose. Représenter de l'information, ça va dépendre de votre objectif, de votre finalité derrière. Ça peut être tout simplement pour prendre des notes, ça va être notre sujet avec le sketchnoting, ça peut être pour organiser vos idées, ça peut être pour présenter des idées, ça peut être pour convaincre, ça peut être pour accompagner. Donc ce que je fais en séance de clarification visuelle, mais ce que font certains coachs que j'ai pu former qui utilisent le coaching la pensée visuelle dans leur démarche d'accompagnement. Donc grosso modo, à chaque fois que vous avez besoin de gérer, de manipuler de l'information, si vous injectez des outils de pensée visuelle dans ces process, vous allez être beaucoup plus efficace et beaucoup plus clair. Donc voilà, ma définition, hein, donc des éléments textuels et des éléments graphiques pour représenter de l'information. C'est ça la pensée visuelle. Dans la pensée visuelle, il y a tout un tas d'outils, dont le sketchnote. Et le sketchnote, de façon très simple, très basique, c'est une technique de prise de notes visuelle. Une technique de prise de notes visuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez gérer ce que j'appelle de l'information entrante, c'est-à-dire que vous écoutez, vous regardez, votre cerveau processe cette information-là, et vous allez la représenter clairement, en fonction de votre objectif de prise de notes, euh, sur un carnet ou sur une feuille avec les éléments que je vous ai donnés précédemment, c'est-à-dire du texte et des éléments graphiques. Le côté visuel, note visuelle, hein, c'est vraiment ce côté de rajouter des éléments graphiques en plus des mots. Et comme je le disais dans l'introduction, vraiment le sketchnoting, c'est de la prise de notes pour soi. Donc souvent, vous allez voir si vous formez, si vous pratiquez et que vous pratiquez notamment dans un contexte professionnel, vous pouvez quasiment être assuré que les gens, en fin de réunion, en fin de formation, ils vont venir vous voir et prendre des photos de ce que vous avez fait parce que c'est joli, parce que c'est clair, parce que c'est impactant, parce que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace à relire que les notes linéaires que eux ont prises à côté. Ça, c'est du vécu. Je l'ai vécu tellement de fois, que ce soit avec le mind mapping ou avec le sketchnoting, et j'ai beaucoup de retours dans ce sens-là. Donc, c'est de la prise de notes pour soi, même si en général, elle a un impact important sur les autres. L'objectif, c'est vraiment de noter ce dont vous avez besoin en fonction des éléments qu'on va insérer dans le sketchnote. Donc, comme vous le voyez, ça n'est pas fait pour les autres. Quand vous voulez prendre des notes pour les autres, on change de posture. Là, on met sa veste de facilitateur graphique, entre guillemets. Et il y a une vraie différence de posture, une vraie différence de contrainte
entre le sketchnoter et le facilitateur graphique. Même si je ne vous cache pas, en général, le sketchnoting, ça peut être une porte d'entrée vers la facilitation graphique après. Je vais vous montrer des exemples, quelques exemples concrets de sketchnote. Mais avant ça, est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai dit, sur la définition du sketchnote, sur peut-être la représentation que vous en avez, à moins que tout soit clair. Si tout est clair, faites-moi un pouce comme ça. C'est bon. Et ben, on avance tout de suite avec les exemples. Donc, un sketchnote, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc là, c'est un sketchnote qui est assez dense. C'est une prise de notes que j'ai fait en direct il y a presque un an, bientôt. Ça fera bientôt un an. D'une personne hyper intéressante. Vous pouvez aller le voir, Christian Clot. Il a fait des vidéos sur Internet, qui est un chercheur explorateur. Et donc, il est en conférence, je suis dans la salle et j'ai juste un cahier sur les genoux et je note sur mon cahier. Vous voyez? Et donc je note ça en direct. Il n'y a aucune retouche. À la fin de la conférence, il y a ça. OK? Et donc ça me permet de retrouver les grandes idées clés qu'il a évoquées dans la conférence. Et rien qu'à le relire, je me souviens de certaines choses qu'il avait dit qui m'a amené à dessiner certains pictos ou certains mots. Vous voyez? Donc on peut travailler en format paysage comme ça. On peut aussi travailler en format portrait. Alors ça, c'est la synthèse d'un chapitre d'un livre, La 25e heure. Je ne sais pas si vous connaissez. Un livre très sympa, je ne sais plus où il est. Il doit être par là-bas, bon, peu importe. Sur l'organisation qui a été écrit par des start-upers qui ont interviewé, je sais plus, une cinquantaine ou une centaine de créateurs de start-up pour leur demander leur méthode de travail et ils ont écrit ce livre. Et donc, c'est la mise en sketch-note avec une structure très particulière, hein. On est à mi-chemin entre le sketch-note et le logigramme ici. Et donc, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus claire, synthétique, pour réactiver ce qu'on vient de lire quand on lit un livre. Je vous en ai choisi deux. Celui-ci, c'est une analyse de besoin, du coup, pour un client. Ça fait partie de la clarification visuelle. Vous voyez, je suis en Zoom, je suis avec un client, et en direct, je vais prendre des notes de cette façon-là. Je vais l'écouter, je vais reformuler. Je vais voir exactement ce qu'il attend et à partir de là, je vais pouvoir faire des propositions. Et le dernier, c'est un sketch-note à ne pas confondre avec un mind map. C'est un sketch-note d'une structure particulière, on appelle ça la structure radiale, où le point d'entrée, le titre, va être au centre et non pas en haut, et où je vais mettre les idées autour. Et on verra un peu plus tard à quoi ressemble concrètement un mind map, et c'est très différent dans la structure. Donc ça, c'est un mind map sur un livre très intéressant. Avez-vous déjà vu un tigre faire des pompes sur le système et une certaine vision du corps et de l'entraînement? Et c'est ce que j'appelle une carte boussole, c'est-à-dire c'est les grandes parties du livre. Plutôt que d'avoir ça sous forme de table des matières, bah, j'ai été chercher une ou deux idées clés et vous voyez, j'ai numéroté les éléments pour savoir bah, dans quel ordre sont présentées les informations dans le livre. Et dans la lecture du livre, ça me permet de savoir toujours où j'en suis par rapport aux autres éléments. Et ça fait partie de bonnes pratiques en lecture efficace, notamment de faire des sketch notes, ou j'aurais pu faire ça aussi sous forme de carte mentale, comme ça, en amont de la lecture, dans la phase de scan du livre. Et vous voyez, ça se passe vraiment comme ça. C'était une table ronde à Paris, sur laquelle j'intervenais après. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez le logiciel Canva. J'étais dans la... Ils ont plusieurs communautés. C'était la journée de la communauté éducation. Et c'était journée passionnante. Donc moi j'ai présenté les outils de pensée visuelle dans ce cadre-là. Et là c'était une table ronde. Et vous voyez, c'est la fin de la table ronde. Et j'avais le cahier sur mes genoux. Vous voyez comment on était assis, hein. Vous voyez ici, on était sur des espèces de gradins en bois. On n'était pas super bien assis. Mais ça marche quand même. Ça marche quand même. Et c'est une prise de notes en direct. Et en tout cas, ce sont mes pratiques. Quand je termine ma prise de notes, elle est finie. Je ne reviens pas dessus. Il y a d'autres façons de faire. Mais si vous savez faire ça, le reste sera beaucoup plus facile.
C'est clair pour... vous voyez maintenant ce que c'est qu'un sketch note, à quoi ça ressemble, hein. On va détailler les éléments qui constituent un sketch note, etc. Alors, faisons un petit retour dans le passé. D'abord, il y a fort, fort longtemps, cette façon de traiter l'information avec des mots, des images, des connecteurs parfois, bah, ça remonte pas à hier, hein. C'est très, très ancien. Vous voyez, ces planches, par exemple, qui sont très anciennes, qui ont été reproduites, soit redessinées, soit imprimées au début de l'imprimerie. C'était une façon de créer vraiment des systèmes d'information à l'époque, au sens propre du terme, hein, des idées clés, excusez-moi, qui sont connectées entre elles. C'était notamment beaucoup utilisé dans certains, comment on peut appeler ça? Maintenant, on appellerait ça des sociétés secrètes, des choses comme ça, un peu en off, qui leur permettaient de construire, vous voyez à gauche, au sens premier, un arbre de la connaissance qui soit suffisamment hermétique pour quelqu'un qui tombait dessus, mais sans avoir été initié à la signification, mais suffisamment clair et mémorable surtout, hein. C'était un vrai support de mémoire pour celui qui avait les clés de compréhension. Euh, un peu plus récemment, on a l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, qui a fait appel aussi à un peu des ersatz de pensée visuelle. Vous voyez là, on a une espèce encore une fois, d'arbre de la connaissance, hein. Tony Buzan aurait appelé ça un proto-mind map. Mhm. Et à gauche, ici, on a tout simplement la représentation sous forme d'arborescence. Vous voyez, c'est vraiment un système d'information. Je fais attention quand j'emploie le terme de système d'information, parce qu'aujourd'hui, le système d'information, c'est le service SI, hein, dans les sociétés, euh, qui gère l'informatique et le système d'information, l'informatique en fait. Mais là, je suis vraiment au sens premier du terme, hein, au sens premier du terme, un système, donc différents éléments qui sont connectés entre eux. Et le fait, vous voyez, même sous forme d'arborescence, on n'est pas dans du sketch note là à proprement parler, mais on crée de la compréhension et de la clarté. Si j'avais eu à expliquer cette arborescence sous forme de texte, il aurait fallu que je le lise, que je le comprenne et que je m'en fasse une image mentale de de cette organisation. Le fait ici de commencer à spatialiser l'information, ça va permettre de ranger les informations au bon endroit et en interaction avec les autres informations autour. Alors, très célèbre, il y a des dizaines ou des centaines de planches. Il y a j'ai plus le site internet où j'avais pris ça. Léonard. Il y a un site internet justement sur les planches de Léonard de Vinci, vous avez sans doute reconnu, qui donne toutes les planches qui ont été recensées en haute définition. C'est là-dessus que j'ai pris celle-ci et c'est vraiment sympa. Et c'est amusant parce qu'en ce moment, je suis en train d'écouter la biographie de Léonard de Vinci que je vous encourage à écouter sous forme de livre audio ou à lire sous forme de livre. J'ai plus le nom du biographe. Et il fait des pavés énormes. Il a fait en français, il a fait Léonard de Vinci et avant, il a fait Steve Jobs et Elon Musk. Euh, et c'est vraiment très très sympa. Et donc, qu'est-ce que vous voyez sur sa façon de prendre des notes? À part le fait qu'il écrivait de droite à gauche, et a priori, ce serait pas pour ne pas être compris, c'est qu'il était gaucher. Et donc, quand on écrit à l'encre et à la plume, c'est beaucoup plus facile d'écrire de droite à gauche quand on est gaucher que l'inverse. Ceux qui ont fait de la calligraphie, peut-être, voilà, parce que ça fait baver, la main gauche fait baver sur la feuille. C'est une explication. Mais à part ça, vous voyez qu'on a des petits paragraphes ou des courts textes avec des images. Alors là, on est sur quelque chose de plutôt technique. Il avait une de ses casquettes un peu ingénieur, en plus d'être artiste et plein d'autres choses. Et donc, on a des dessins techniques de choses qu'il visualisait et qu'il représentait comme ça. Donc, il représentait à la fois ce qu'il visualisait dans sa tête d'un point de vue technique et il mettait des explications sous forme de mots. Et en général, c'est pas en général, c'est plus qu'en général, c'est une constante dans les outils de pensée visuelle. Le mot, ça va vous donner vraiment accès à la précision de l'information. Et le picto, ça va vous donner, on dit souvent une image vaut mille mots. Ça va vous donner une vision plus générale du sujet, une vision graphique. Euh, et ça permet aussi de se repérer sur le support. Mais si on veut avoir la précision de ce que représente cette espèce, c'était son ébauche d'hélicoptère de mémoire,
qui n'a jamais volé, qui ne volera jamais en l'état, eh ben, on va avoir le détail du pourquoi, du comment, de ce qu'il a voulu faire avec le texte à côté, vous voyez. Et dans le sketchnote, et pour le mind mapping, pour la facilitation graphique, c'est pareil. Le texte va vous donner souvent des choses très précises et on va illustrer pour renforcer ce mot avec un picto qui va être plus évocateur, du coup, plus généraliste. Et d'une façon plus récente, on va parler d'outils de pensée visuelle et je vais venir là sur des outils très très récents. Euh, Peut-être un des plus connus, ça va vous parler, la carte mentale, le mind map, euh, qui est souvent méconnu et très très mal pratiqué. Alors que quand on revient aux fondamentaux, comme pour le sketchnoting, hein, si vous formez sur les fondamentaux au départ, ça vous permet tout de suite de prendre des bonnes habitudes et d'être tout de suite, de tirer parti tout de suite de tout le potentiel que l'outil peut vous donner. Et en mind map, je peux vous le dire pour en être passé par là avant et avoir bricolé des choses, c'est à partir du moment où je me suis vraiment formé, où j'ai clarifié ces fondamentaux, que ça a complètement changé ma vie. Donc un mind map, c'est quoi? Euh, c'est aussi un outil de prise de notes, mais pas que. C'est aussi un outil d'organisation des idées. Analogique, papier-crayon ou numérique. On peut aussi faire des cartes informatiques avec une structure très particulière, une structure en arborescence où le point d'entrée, c'est mon cœur de carte au centre. Je vais avoir des branches de premier niveau, vous voyez, qui sont plus épaisses autour, qui vont être mes grandes catégories que je vais développer autour de mon cœur de carte. Et après les branches de premier niveau, je vais avoir des ramifications, donc des branches plus simples où je vais poser un mot ou un picto. Et une des caractéristiques du mind map, vous voyez, c'est qu'il n'y a rien de flottant. Toutes les branches sont connectées les unes avec les autres. C'est extrêmement exigeant. Mais par contre, comme la structure est toujours la même, euh, il y en a plusieurs parmi vous qui regardent la conférence qui se sont formés sur le mind mapping. Je pense que vous pourrez me confirmer. Une fois qu'on a la structure, c'est très facile de mettre en œuvre parce que votre attention peut être pleinement sur l'écoute, la synthèse, parce que vous savez comment on fait un mind map, hein. C'est un peu toujours la même chose. Par contre, l'ennui, c'est que bah, des fois, le mind map ne va pas être le meilleur outil pour représenter certains types d'informations, même si on peut toujours s'adapter. L'avantage, c'est que c'est sans doute l'outil le plus précis en termes de structuration de l'information. Euh, un outil beaucoup plus simple, ce qu'on appelle le webbing ou la carte à bulles, où je vais mettre mon sujet et je vais juste mettre des idées sous forme de mots dans des bulles et je vais les connecter comme ça. Ça ressemble fortement au mind map, mais dans la pratique, quand on pratique, on voit que c'est vraiment différent. C'est beaucoup moins puissant, mais par contre, le webbing, n'importe qui peut le faire. Vous pouvez le faire là ce soir sans être formé, vous pouvez expliquer ça à un enfant sur un sujet. Ça permet déjà de commencer à spatialiser l'information, de sortir du tout linéaire. Peut-être que vous avez écouté cette conférence, que vous êtes en train de prendre des notes, que vous êtes en train de prendre des notes en ce moment, et que vous notez des mots, des phrases comme ça, de façon très académique, scolaire, entre guillemets. Et alors, vaut mieux prendre des notes comme ça que pas de notes du tout. Mais cette façon de prendre des notes, c'est la moins efficace. Et ça permet déjà de spatialiser l'information et de commencer à construire un premier type de système d'information, encore une fois, vous voyez, des idées qui sont interconnectées, ce qui permet de développer une meilleure vision d'ensemble, de connecter des idées qui n'étaient pas forcément, dont les connexions n'étaient pas forcément visibles à la première lecture, par exemple, ou à la première écoute, hein. Ça permet d'être plus efficace en termes de gestion de l'information. Et voilà un exemple très concret, par exemple, de webbing à partir d'un texte. Alors moi je mets des pictos parce que bah, ça vient tout seul, mais c'est très rare. En général, le webbing, c'est juste des mots dans des bulles comme ça. C'est pareil, vous avez des outils informatiques qui permettent de faire ça. On a vu le mind map, on a vu le webbing, on a vu avant ça le sketchnoting. Le dernier que je vais vous présenter ce soir, c'est la facilitation graphique. C'est comment je prends des notes pour faciliter les interactions au sein d'un groupe. Et la vision classique qu'on a de la facilitation graphique, souvent, ce sont des grandes fresques qui sont dessinées comme ça par un facilitateur graphique. Et à côté, on va avoir un groupe avec une deuxième personne qui va être le facilitateur, hein. Facilitateur et facilitateur graphique, ce sont bien deux métiers complètement différents. Et c'est compliqué, voire impossible de faire de la facilitation graphique sur un groupe qu'on facilite.
Ou alors, il faut faire ça en deux temps, mais c'est vraiment pas évident. Alors moi, c'est pas trop mes pratiques. Ce genre de choses, ça donne des grandes fresques. Et parfois, je trouve qu'on perd en lisibilité. Et en plus, en direct, on peut avoir... alors ça dépend des pratiques, hein, mais sur des journées de conférence comme ça, on peut avoir l'attention des participants qui est détournée de ce qui est dit pour regarder le visuel. On peut pas tout faire en même temps, le cerveau, il peut pas tout faire en même temps. Donc il vaut mieux un bon conférencier avec des slides minimalistes et un facilitateur graphique. Alors moi, je travaille sur iPad, à côté, je vais prendre des notes et je vais faire les synthèses des conférences comme ça. Et en général, quand il y a un jour ou deux jours de conférence, le midi et le soir, je fais, alors le midi plutôt en début d'après-midi et le matin, je fais une restitution des conférences du matin ou de l'après-midi de la veille, euh, avec les planches que j'ai faites. Et ça, c'est toujours du plus bel effet. Et ça permet aux participants de repartir avec une prise de notes toute faite, des idées clés et qui soient mémorables. Ça date en termes d'historique, hein. Le mind mapping, donc l'inventeur c'est Tony Buzan, vous connaissez peut-être son nom. C'est les années 70, hein, fin des années 70 je crois, au milieu des années 70. Il a créé cet outil d'abord pour ses propres besoins quand il était étudiant. Il raconte ça dans Dessine-moi l'intelligence, je crois, où il voulait mieux apprendre à apprendre et il va à la bibliothèque universitaire et à l'époque il n'y avait rien sur le sujet, hein. Et on l'orientait plutôt sur des livres sur le cerveau. Et il a eu un vrai coup de génie, hein, c'est d'adapter les techniques de mémorisation, le fonctionnement des techniques de mémorisation et tout ce qui touche à la visualisation des informations pour les mémoriser facilement, d'arriver à transférer ça, de prendre les mêmes paramètres et d'arriver à les transférer et les convertir dans un système papier-crayon. Et effectivement, il a eu un vrai coup de génie, je trouve, à formaliser ses règles de façon très précise, même si c'était un peu un... Enfin, j'ai eu l'occasion de le rencontrer deux fois avant son décès en 2019, et c'était un peu un ayatollah du mind mapping, c'est-à-dire qu'il y avait le mind mapping, vous voyez le soleil, eh ben, au-dessus il y a le mind mapping, et en dessous il y a les outils pour les manants, vous voyez. Tout le reste est moins bien. Et je peux vous raconter une petite anecdote que je raconte souvent en conférence. Euh, la première fois que j'ai rencontré, c'était en 2018. Hop, on va arrêter le partage. Hop, 30 secondes. C'était en 2018 lors des championnats de France de mind mapping. Et donc le samedi, c'est les championnats de France que je remporte. Et le dimanche, il y avait le matin, il y avait une conférence organisée. L'après-midi, une table ronde. Des tables rondes à laquelle je participais d'ailleurs. Et donc le matin, j'avais proposé aux organisateurs de ces conférences qui sont des amis de faire de la facilitation graphique, voilà, Je- pour leur offrir les planches. Et donc Tony Buzan fait sa conférence et à un moment donné, il met le public en mouvement, et il fait faire un exercice. Ok, donc les gens sont en train de, je sais plus ce qu'ils faisaient, ils sont en train de parler. Et là, Tony Buzan, il s'approche de moi, donc j'étais à côté de la scène sur mon iPad sur une table et il me dit ah c'est très bien ce que tu fais, hein, c'est un bon brouillon pour faire des mind maps. Voilà un petit peu l'état d'esprit. Et c'est vraiment dommage pour lui parce que à mon sens, hein, il s'est enfermé dans le mind map alors que le mind map c'est un outil hyper puissant. On appelle ça le couteau suisse de la pensée visuelle. Mais ça n'est pas la panacée. Et il y a d'autres outils comme le sketchnoting, par exemple, pour prendre des notes en termes de plaisir. Je prends systématiquement des notes sous forme de sketch notes. Sauf d'un point de vue professionnel, quand j'ai des choses en jeu où j'ai besoin d'être hyper précis, je passe plutôt comme de l'analyse de besoins sur la formation. Souvent, je passe plutôt par le mind map. Mais autrement, systématiquement, vous voyez, dernier championnat de France de mind mapping où je m'occupais de l'arbitrage. Et le lendemain, il y avait des conférences, vous voyez. Et ça, c'est les sketch notes des conférences. Pareil, j'ai le cahier sur mes genoux et je prends. Voilà, ça, c'était super conférence de Paul Fontaine, atteint de. C'était quelle maladie? De mucoviscidose. Ses parents lui ont dit qu'il avait quelques années à vivre. Maintenant, je crois qu'il a une quarantaine d'années. Il a fait plusieurs marathons. Enfin bon, c'est très, très inspirant. Et c'est sympa parce que ça. Vous voyez, je retrouve sa conférence à quelques idées comme ça. Et ce qui est dommage de s'enfermer dans un seul outil, que ça soit le tout sketchnote ou le tout mind map ou le tout facilitation graphique, c'est que bah, vous avez qu'une corde à votre arc en fait.
Et le but, c'est de pouvoir avoir plusieurs cordes à votre arc. Donc voilà, donc en termes d'histoire, le mind map, c'est Tony Buzan dans les années 70. Le webbing, j'ai pas l'historique. Ça date à peu près des mêmes années. Fin 70, début 80, je ne l'ai pas présenté ici. Il y a eu la carte conceptuelle, qui est une autre façon par strate de présenter l'information aussi. Ça, c'est né dans les universités américaines. Vous voyez, dans les années 70-80, il y a eu un début de révolution vraiment sur les prises de notes, la façon d'organiser l'information de façon analogique, hein, avec des crayons de papier. La facilitation graphique, c'est beaucoup plus récent. Je crois que ça date des années 90 de mémoire, notamment avec des gens comme David Sibet aux États-Unis, qui ont posé vraiment les jalons, qui ont structuré cette discipline. Euh, et j'ai eu l'occasion de me former avec une de ces disciples qui était venue en France, qui a introduit un peu la facilitation graphique en France, qui s'appelait Roberta Follaber, qui est décédée malheureusement maintenant, euh, qui avait importé ça avec d'autres pionniers comme Nicolas Gros, Nicolas Gros qui est un ami que vous pouvez retrouver en rencontre remarquable sur la chaîne YouTube aussi dans le direct. Donc ça, c'est plus récent. Et le sketchnote. Le sketchnote, ça a été inventé, le terme sketchnote a été inventé par cette personne, Mike Roddy, très sympathique, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris lors il est venu faire une séquence de dédicace pour son deuxième ouvrage. Il a écrit deux ouvrages, hop, que je vais aller vous chercher. Ils sont là, hop, qui ont été traduits en français. Euh, il a écrit Initiation au sketchnoting, vous voyez. Alors, ce sont des très beaux objets. Par contre, je me défie d'apprendre avec un bouquin. Par contre, c'est comme le mind map, hein, ou la facilitation graphique. Après une formation, ça permet d'avoir une autre vision ou une autre identité visuelle que la personne qui vous forme, d'ouvrir votre esprit en général, et je vous invite à faire ça. Copiez votre formateur, la personne avec qui vous vous formez au départ, et après trouvez votre style en allant regarder d'autres choses d'inspiration. Donc celui-ci et celui-ci sur des un peu plus avancés, hein, sur le guide avancé du sketchnote, donc un noir, un orange. Euh, Mike Roddy avec un style particulier, vous voyez, lui, il pratique tout en noir en général. Il fait ses ombrages en noir, parfois un peu de gris, mais il pratique essentiellement en noir et il pratique sur des petits carnets comme ça. Carnet format A5, voire plus petit. Alors, moi, c'est pas vraiment dans ma tasse de thé. Je préfère travailler sur du A4. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Euh, et c'est historique. C'est parce que j'ai commencé comme ça. Et le désavantage des carnets, c'est que on a assez peu de place et on a des blocs, mais le risque est d'avoir rapidement des blocs qui deviennent linéaires en fait en lecture. Alors que sur du A4 paysage, c'est plus facile de créer des liens. Alors que là, si vous tournez la page, il y a plus de liens à créer, quoi. Et si vous voulez savoir comment j'ai appris le sketchnote, ça peut être intéressant. Eh ben, j'ai pas appris. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai commencé par le mind mapping. Je vous raconte souvent, j'ai découvert ça en 2008. J'ai commencé à pratiquer en 2011 avec une tablette parce que j'avais commencé avec un bouquin. J'ai acheté les feutres, les crayons de couleur et j'ai jamais réussi à faire un mind map de ma vie comme ça. C'est bien, j'ai perdu 3 ans, je crois, que c'est 2, 3 ans après où je me suis formé. Et là, il y a eu un déclic. Et après le mind mapping, je me suis tourné vers la facilitation graphique. Le sketchnote, c'est extrêmement récent. Ça date de quand? Le sketchnote, ça date de 5-6 ans, voilà, à peu près, le terme de sketchnote. La facilitation graphique, c'était plus ancien et je trouvais ça passionnant. Et en fait, à un moment donné, quand je prenais mes notes, à côté de mes mind maps, des fois, je reprenais les éléments de la facilitation graphique, mais je faisais ça en petit, à la place de certaines branches, parce que je trouvais que c'était plus adéquat pour représenter certaines informations. Et petit à petit, j'en ai fait des planches entières. Et ça s'appelait pas en fait, hein. C'était de la prise de notes visuelle. Et un jour, et je suis pas le seul, hein, on est nombreux, enfin beaucoup de facilitateurs graphiques ont pratiqué comme ça, et j'ai en amont. Et c'est Mike Roddy qui a mis un mot, et un mot plutôt sympa. Moi j'aime bien le terme de sketch note. Alors en français.
Les Québécois nous ont traduit ça en croquis-notes. Voilà. Euh, Personnellement, je suis moins fan. Je préfère l'anglicisme, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent ce terme de croquis-notes. Voilà. Donc les deux sont très valables. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que la pensée visuelle, c'est un mode très naturel de traitement de l'information. Et ça remonte à très très loin. Le fait de représenter d'abord uniquement sous forme d'images, puis je n'ai pas parlé des idéogrammes, etc., de toute l'histoire de l'écriture. Mais le fait d'associer des éléments textuels et des éléments graphiques, ça remonte à très très longtemps et c'est quelque chose qui est assez intuitif. Ok. La chance qu'on a maintenant, c'est qu'on a des gens qui ont réfléchi sur l'aspect méthodologique, sur comment le faire vraiment pour faciliter le passage à l'action et d'être moins dans un espèce d'à peu près un peu intuitif. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et d'avoir créé une méthodologie, voilà. C'est l'intérêt maintenant. C'est ça qui fait la différence, qui fait que c'est rapide à apprendre et c'est rapide à mettre en pratique. Euh, on va voir un petit peu le comment ça marche maintenant. Un petit peu beaucoup maintenant, c'est vraiment, ça va être la partie plus technique. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens d'aborder, sur l'histoire de la pensée visuelle en général et du sketchnoting en particulier? On était plutôt là sur des éléments de contexte, voire de culture autour de la pensée visuelle. C'est bon pour vous? Ok. J'ai une petite question. Ah, Là, je trouve oui. ça très intéressant, l'histoire, là, aller à Léonard de Vinci, puis au XVIIe siècle, je ne me souviens pas trop, là, les autres aspects. Hmm. Est-ce qu'il y en a qui remontent jusqu'à l'Égypte ancienne aussi, avec les hiéroglyphes, ou non, dans les Euh, heures et les même alors c'est rapport? une très bonne question. On peut parler de l'Égypte, mais on peut parler aussi des Chinois. Ah oui, Voilà. Et là, on est sur de l'écriture picturale en fait, c'est-à-dire que l'image va représenter quelque chose. Et encore, l'Égyptien, je ne connais pas l'Égyptien ancien. Euh, je crois que l'Égyptien de mémoire, ça représente même des. Alors peut-être qu'il y a des spécialistes parmi vous, j'en sais rien. Je me demande si ça représentait pas comme une forme d'alphabet, plus que des mots. Les Chinois, eux, ils ont une vision où vraiment ils dessinaient, ils faisaient des dessins simples, en fait. Et au fil des siècles, ils ont de plus en plus simplifié les traits pour arriver à ce qui est aujourd'hui la- les idéogrammes chinois. Et au Japon, c'est encore différent. Et c'est marrant de comparer les deux. Euh, j'ai plus l'année, je connaissais tout ça par cœur avant, mais c'est vieux. Les Japonais, ils avaient qu'un langage parlé, ils n'écrivaient pas. Et ils étaient, les Japonais, bon, s'il y en a qui écoutent cette conférence, vont peut-être m'en vouloir, mais c'est pas un écart, il y avait un gouffre, une fosse abyssale entre le niveau en Chine et le niveau au Japon à l'époque. Et le Japon a été plus ou moins annexé par la Chine et ils ont introduit l'écriture à ce moment-là. Mais l'écriture sous forme d'idéogramme était absolument pas adaptée aux japonais prononcés. Donc en japonais, ils ont trois alphabets plus le nôtre, ça fait quatre. Ils ont des idéogrammes qui ont la même fonction et la même utilité qu'en Chine. Donc un dessin, un idéogramme va représenter quelque chose. Et ils vont avoir des syllabaires qui sont tirés des idéogrammes mais de façon simplifiée. Et ces petits caractères vont avoir un son. Alors contrairement aux langues latines où on a des voyelles et des consonnes, on met les deux ensemble, P à pas, ok. Dans un syllabaire, ben, on a le son A, mais le son pas, c'est un autre idéogramme, un autre caractère unique en fait. Ok. Mais est-ce qu'on peut parler de pensée visuelle? C'est pas des mots et des pictos pour représenter de l'information. Tu vois, ça, c'est un peu différent. Mais c'est ma vision des choses. Peut-être que quelqu'un expliquerait les choses autrement. J'ai répondu à ta question, Lucie? Ouais. oui, merci. Je vais aller explorer ça, le Japon et la Chine et toute l'évolution de leur langage. Moi, j'ai une prof qui est spécialiste de l'Égypte ancienne, alors je pourrais aller la voir pour approfondir cet aspect-là Ouais, je veux du bien que tu me langage. fasses un retour sur. Tu Ah m'envoies oui. un mail si tu veux. Et puis, je voudrais juste savoir, j'ai un doute si c'est des caractères ou des
des syllabes ou si c'est des mots, l'histogrammes. Ce qu'elle disait dans ses cours, je sais qu'il y en a des parties, c'est des des idées. Il y a certains D'accord. hiéroglyphes, c'est des idées, puis il y en a d'autres, c'est des sons, comme les sons qui viennent de la nature, comme certains Mhm. animaux ou oiseaux qui font roi. Ben, il y a des idéogrammes, c'est les sons comme roi. D'accord. Ah, c'est OK? intéressant, super intéressant. Ok. Oui, oui. Et si les idéogrammes asiatiques vous intéressent, un jeu sympa, c'est de prendre un idéogramme chinois et son pendant japonais, et vous allez voir, c'est rarement les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont été identiques à un moment donné, et sur des centaines d'années, en fait, bah, il y a eu une évolution des traits un peu différente sur une culture et sur l'autre. Voilà. Parfait, merci. Ok, comment ça marche, le sketch note? Alors, la première chose que je veux évoquer avec vous, c'est d'identifier les éléments qui constituent un sketch note. Et ces éléments-là, ils vont former ce que j'appelle votre boîte à outils visuelle. Et dans la formation praticien sketchnoting, elle va se dérouler en deux temps, qu'on va cycler plusieurs fois. On va construire la bibliothèque visuelle, on va mettre en pratique, on approfondira la bibliothèque visuelle, on va mettre en pratique, etc., etc. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans un sketch note? Je vais reprendre celui-ci qu'on va mettre à plat, hop, et le scan donne ça. Ok. Ça, c'est la version originale, voilà. Et ça, c'est la version scannée. La première chose, et c'est pas ce que j'ai fait de mieux sur celui-là, je dois dire, sur cet aspect-là. La première chose, c'est un point d'entrée. Quoique, le point d'entrée, ça va être le titre de votre sketch note. Il doit être tout de suite identifiable. Ok. Donc, j'aurais peut-être pu le faire un peu plus gros là, l'impact de l'IA sur l'éducation et l'apprentissage. Et voyez, je joue avec la police, voyage dans le futur, deux points, et j'ai repris le titre de la table ronde ici. Voilà. Donc je vais avoir un élément, je dois avoir un point d'entrée, mon titre, et je vais également mettre des éléments de contexte. Alors les éléments de contexte sur une conférence, sur une formation, ça va être l'intervenant ou les intervenants. Vous voyez là, j'écris que c'est une table ronde, c'est pas une conférence, c'est un format particulier. J'ai mis les noms de- des participants à la table ronde. J'ai la date, j'ai le lieu, j'ai un élément de contexte plus général sur la thématique, hein, la journée d'éducation Canva. Et puis, je signe systématiquement. Alors moi, je mets mon site internet, tout simplement parce que c'est d'abord la prise de notes pour moi, mais moi, je pense toujours à partager. C'est aussi, entre guillemets, ce que je vends. Et je montre que ça marche et que c'est vraiment sympa à faire, vous voyez. Euh, et si vous êtes dans ce cas de figure, si vous prenez des notes sur votre milieu professionnel, que vous êtes indépendant, mettez le nom de votre société, signez avec le nom de votre site web et partagez ces sketch notes. Voilà. Et vous pouvez accrocher les gens parce que c'est plus clair et c'est plus sympa à lire. C'est toujours impactant. Donc, en un, le titre. En deux, les éléments de contexte. Ensuite, je vais forcément avoir des mots hein, qui sont dans le titre et les éléments de contexte. Donc, je vais avoir des mots et je vais avoir des éléments graphiques. Sur les mots, d'abord, vous voyez que je vais avoir différents jeux de police. Et les jeux de police, ce n'est pas fait pour faire joli. Alors ça, c'est important, hein, je vais le redire à la fin. Le sketch note, le mind map, la pensée visuelle, ce n'est pas de l'art. C'est de la représentation de la gestion de l'information. Ok. Donc, quand vous terminez un sketch note, ou un mind map, ou de la facilitation graphique, souvent, une personne extérieure va dire, oh, qu'est-ce que c'est beau! Alors, souvent, il y a un effet, une forme d'esthétisme qui est produit par la clarté de l'information, la façon dont vous avez organisé l'information. Mais c'est absolument pas l'objectif premier. Donc, je vais avoir un jeu de police et mon jeu de police en sketch note, il va juste me permettre de hiérarchiser, de donner des niveaux de hiérarchie à l'information. Ok, ça, on aura l'occasion de le pratiquer concrètement dimanche 23. Je vous montrerai comment travailler la typo. C'est super important, vous voyez. Euh, Arriver à écrire de façon correcte, de façon très lisible. Euh, Après, même quand ça va vite, vous voyez, c'est en direct. Et puis j'étais vraiment pas dans des bonnes conditions. C'est pas ma plus belle écriture, mais c'est toujours lisible en fait. À la première relecture, ça va être facile à relire, c'est important.
Donc les typos, c'est ce qu'il faut retenir, hein. Ça donne l'information précise, la première information. Ça va vous donner le niveau de hiérarchie et ça doit être très très lisible. Ensuite, les éléments graphiques, qu'est-ce qu'on a comme éléments graphiques? On va avoir des conteneurs. Les conteneurs, ce sont des boîtes qui vont contenir de l'information. Ici, j'en ai trois, quatre. Vous voyez, ça, ici, c'est un conteneur. Un conteneur nuage qui prend en compte une partie de mon titre et qui le met, pour moi, j'ai fait ça pour le mettre en exergue. C'est vraiment euh, ce qu'on voit fort. Et vous voyez, en termes de police, j'ai la même sur éducation, apprentissage et IA pour créer un espèce de triangle ici, former un ensemble. Ça, c'est un conteneur ici, notre forme de conteneur. Là, j'ai encore un nuage, c'est notre forme de conteneur. OK? Je peux avoir un conteneur avec juste un mot ou une expression, comme ici pour l'IA. Je vais avoir après des connecteurs. Les connecteurs, c'est tout simplement des flèches qui vont connecter une information à une autre sur votre planche. Donc là, vous voyez l'impact de l'IA, les avantages de l'IA. Ben, l'IA, je le connecte aux avantages, ce qui me permet d'éviter de répéter l'IA en fait, et de créer un lien donc, entre ces deux éléments. Voilà. Pareil, ici j'ai l'aspect formation, hop, qui vient ici sur la notion de se former à rédiger un bon prompt. Voilà, ça c'était John Ayun qui avait beaucoup insisté là-dessus, c'était très intéressant. Donc les connecteurs. À l'inverse des connecteurs, je vais avoir aussi des séparateurs. Des séparateurs, c'est des éléments graphiques qui vont séparer deux zones de mon sketchnote. Donc là, j'en ai un ici, vous voyez, j'ai une structure un tiers, deux tiers, grosso modo. J'ai ici un séparateur qui sépare cette partie-là de cette partie-là. J'ai un autre séparateur mi-conteneur ici, on est entre les deux. Voilà pour mon titre, pour séparer tout le haut qui est mon titre et mes éléments de contexte avec le bas qui est mon contenu. Et je vais avoir également des listes à puces. Donc ici, j'ai deux types de listes à puces. Vous voyez, des triangles orange ici, et puis des petits ronds noirs. C'est pareil, et éviter de... Enfin, moi, je fais des puces simples, euh, rapides à faire et qui font le job. Et on a aussi des pictos, les fameux dessins simples. Et si vous regardez, on n'est vraiment pas sur du travail de dessin artistique. Regardez un dessinateur, un vrai, regardez ça, vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas du tout le même usage ni la même discipline. Là, je transforme juste des idées en dessin simple. C'est juste ça. Donc voilà pour les éléments qui constituent un sketch note et c'est là-dessus qu'on va travailler dans un premier temps dimanche. Donc c'est pas dimanche là, c'est celui d'après, dimanche 23. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, ce sont des éléments méthodologiques, un peu de méthode. Donc on va voir la méthode, donc on va prendre de la hauteur sur comment faire un sketch note et on va voir ensuite comment on applique cette méthode avec des éléments techniques concrets. La première chose, et si vous avez l'habitude de me suivre, quel que soit le domaine que j'aborde, sachez où vous allez, définissez votre objectif de prise de note. Plus votre objectif est clair, plus la prise de note va être claire. C'est important, notamment en fonction du contexte, en fonction de votre besoin de prise de note. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous faites une prise de note sur un domaine que vous ne connaissez pas du tout, que vous explorez, eh bien, vous allez prendre les grandes idées sans trop vous perdre dans les détails, vous voyez? Et vous allez spontanément laisser plutôt les détails. Si vous réalisez un sketch note, une prise de note visuelle sur une conférence ou un livre sur un domaine qui est votre domaine de votre spécialité, eh bien, vous n'allez pas sketchnoter ce que vous maîtrisez déjà. Vous allez plutôt aller chercher les informations qui apportent une vraie plus-value sur le pourquoi vous êtes en train de lire ce livre ou le pourquoi vous êtes en train d'écouter cette conférence. Donc, plus votre objectif est clair, plus c'est facile. Il y en a certaines qui connaissent la maxime que j'utilise très souvent en formation. Un objectif flou mène à, trois points de suspension, une connerie précise. Je vous invite même à l'encadrer. Et l'inverse est vrai. Plus votre objectif est précis, plus c'est facile de l'atteindre en fait. Parce que vous savez où vous allez.
Vous savez de quoi vous avez besoin, ça va vous permettre, surtout en prise de notes, de faire le tri dans toutes les informations qui vont venir. Ça, c'est super important aussi en termes de méthode. Souvent, je vois des gens qui ont lu un bouquin ou deux, qui ont fait quelques conteneurs, quelques pictos, etc. Ils se mettent à tester et il n'y a rien qui marche. Ils n'arrivent pas à écouter, écrire, etc. Parce que c'est normal. Alors nous, les hommes, on le sait, mais je suis au regret de vous le dire, vous, mesdames, le cerveau n'est pas multitâche, même le vôtre. On ne peut pas faire deux choses à la fois en même temps. Euh, et donc, ce qu'on va faire, d'abord, c'est surtout, ne pas se précipiter à écrire. Surtout quand on commence, il y a souvent une peur de il faut que je note, il faut que je note. Prenez quelques secondes pour écouter. Est-ce que la personne va annoncer son plan, de quoi ça parle? En général, une conférence, par exemple, s'introduit par des éléments d'introduction, justement. Donc ça sert à rien de se précipiter. Ok? Vous commencez à capter l'information, vous regardez, vous écoutez, suivant le support, et au bout de quelques secondes, vous allez commencer à noter ce qui vous paraît important. Et donc, vous allez utiliser ce qu'on appelle votre mémoire à court terme, la mémoire de travail, qui est une espèce de mémoire cache que l'on a, qui permet de stocker entre 5 et 10 idées, voilà, grosso modo. Et vous allez commencer à construire. Vous voyez, je vous ai montré ça tout à l'heure. Eh ben, j'entends l'IA, ok. C'est pas un outil à utiliser clé en main, c'est une vraie aide à la réflexion et à l'apprentissage, et ça demande de la pédagogie. Donc l'orateur, il va développer ça comme ça. Et moi, je note pas sous la dictée comme en cours, hein, comme on a pu apprendre à le faire en lycée ou à l'université. Au contraire, je vais écouter, je vais voir quelles sont les grandes idées, c'est quoi les idées importantes qu'il est en train d'évoquer et comment elles s'articulent entre elles. Et c'est ça que je vais, dans ce second temps, ici, c'est ça que je vais noter. Ça, c'est absolument capital, hein, ne pas tout faire en même temps. Et en même temps, quand je vais noter, je garde une petite oreille sur ce qu'il dit pour vérifier qu'il n'y a rien de très important. Ok. S'il y a des choses importantes, eh ben, vous n'allez pas noter les mots entiers, par exemple, vous pouvez noter que des abréviations. Vous allez revenir après sur un temps plus faible pour compléter les trous que vous avez laissés. Vous voyez, il y a une vraie gymnastique cognitive à opérer. Ça, c'est aussi capital, aussi important que ce que je viens d'évoquer. Une prise de note visuelle, c'est valable pour le sketchnote, c'est valable pour le mind map, c'est valable aussi pour la facilitation graphique. Ça se fait systématiquement en trois étapes. La première étape, c'est la phase de préparation. La préparation, pour un sketchnote, c'est le titre et les éléments de contexte. En facilitation graphique, pareil. En mind map, pour ceux qui ont fait la formation praticien mind mapping, souvenez-vous, c'est simpliste, c'est le cœur de carte et les branches de premier niveau. Ok. Euh, donc, première étape, la préparation. Deuxième étape, c'est l'aspect captation et notes. Donc, c'est ce qu'on a évoqué juste avant. Vous êtes dans le cœur du cyclone là, ok? Ça tourne autour et là, vous êtes au calme, en mode, vous passez vraiment en mode flow et vous allez noter les informations et commencer à les structurer sur votre feuille. Et la troisième étape, et c'est ça qui explique qu'un sketchnote a cet impact visuel, la troisième étape, c'est l'étape de finalisation. Et ça, c'est important à comprendre. Un sketchnote, je n'écris pas, vous voyez, je vous remets celui-ci hein, sur l'IA et l'éducation. Un sketchnote, je commence pas par ce picto-là en bas à gauche pour finir par le mot spatial ici. Hein, c'est pas du tout comme ça. Et donc, j'ai commencé à préparer, parce que j'avais le programme, j'ai préparé mon titre et mes éléments de contexte. J'ai pris les notes comme j'ai pu, hein, en direct. Des fois, ça allait vite, des fois beaucoup moins vite, etc. Et c'est à la fin que je vais mettre mes éléments graphiques, conteneurs, séparateurs, quelques pictos. Des fois, j'ai une idée de picto, mais j'ai pas le temps de la réaliser, donc je vais laisser un blanc, je vais le faire dans la phase de finalisation. Voilà. Donc ça se fait vraiment par étapes. Ça, c'est hyper important. De toute façon, vous verrez, enfin, ceux qui seront là le 23, je leur dirai, on le fera de façon pratique. Et donc, c'est la méconnaissance de cet aspect méthodologique qui fait croire aux gens qu'il faut un super pouvoir. Vous voyez? C'est pas possible. Mais oui, si votre référentiel, c'est la prise de notes linéaire,
Et si vous voulez faire du sketchnote avec le même référentiel, ça ne marchera jamais. Ok? Encore une fois, hein, c'est des éléments méthodologiques à intégrer, une bibliothèque, une boîte à outils visuelle, excusez-moi, une boîte à outils visuelle avec une banque de pictos dedans à construire. Et après, vous pratiquez avec la méthode et vous faites des itérations et rapidement, au bout de 5, 6, 10 sketchnotes, vous allez voir, vous allez trouver ça, c'est pas facile, mais ça devient plaisant. Ça devient plaisant et naturel en fait. Alors, un corollaire un peu de capter et puis noter des trois étapes, c'est un principe d'efficience cognitive dont je parle très, 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 très souvent sur tout ce que je partage. D'une façon générale, quand vous traitez de l'information, ayez toujours une vision qui part du global, développer une vision globale pour aller vers le détail. Et on n'a pas du tout été habitué à ça. Et la prise de notes linéaire classique, on est dans le détail tout le temps. C'est-à-dire, on note ce qui nous vient à un instant T et on n'a pas cette prise de recul. C'est beaucoup plus compliqué de faire appel à son esprit critique. Si ça va vite, on court derrière les mots pour écrire. Là, c'est l'inverse. Je me calme, j'écoute, je développe, vous voyez, cette vision globale, ce que je vous disais là sur cette partie-là. Je commence à écouter et je me fais un tableau d'ensemble de cette partie-là. Et c'est ce tableau que j'ai plus qu'à, avec de l'habitude, ça se dessine dans ma tête et j'ai plus qu'à le noter sur ma feuille après, ces idées, vous voyez. C'est ça du global au détail. Pour les éléments les uns après les autres, mais ensuite, voir comment vous allez pouvoir développer une vision globale, créer du lien au fur et à mesure de la construction de votre sketch note. Et le dernier élément de méthode, je commence à un peu en parler avant. Un sketch note n'est pas une démonstration technique de tout ce que vous savez faire en pensée visuelle. C'est pas une compétition de picto, c'est pas une compétition des plus beaux conteneurs et de votre liste de conteneurs exhaustive de tout ce que vous savez faire. Pareil pour les listes à puces, etc., etc. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera dans la formation. On commencera par une boîte à outils visuelle fonctionnelle mais assez limitée, parce que trop de choix tue le choix. Et on la complétera au fur et à mesure. Et je vous inviterai dans vos pratiques post-formation à compléter. Vous allez voir, vous allez construire votre propre manuel de sketchnoter évolutif. Et quand vous allez sketchnoter, vous irez puiser dans ce réservoir le bon picto, le bon sketchnote, le bon conteneur ou le bon connecteur pour la situation. Mais ça sert à rien de mettre 50 types de listes à puces. Ok? C'est pas du tout, c'est pas du tout l'enjeu. Et au contraire, il y a deux risques hein, quand on fait ça. Le premier, c'est que on a un effet feu d'artifice ou confetti. Vous voyez, il y en a partout. Et on ne sait plus où donner de la tête. Vous pourrez trouver des sketchnotes comme ça sur Internet et on perd vraiment en lisibilité. Et la deuxième chose, et ça c'est valable si vous aimez déjà le dessin, si vous avez un bon coup de crayon, etc. Il y a une autre façon de faire du sketchnote que vous pourrez faire après la formation, qui est de travailler en deux temps. De le faire en crayonné, de prendre son temps, de repasser en encrant, etc. Moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien quand c'est net, rapide, précis. Ok. Et en faisant ça, vous allez être tout terrain pour la prise de notes. C'est-à-dire que vous pourrez prendre des notes tranquilles à partir d'un bouquin ou d'une conférence en ligne sur laquelle vous pourrez mettre sur pause. Mais ça ne vous fera pas peur d'être dans une réunion hyper importante avec des échanges ou dans une conférence, etc. Vous serez complètement qui peut le plus, peut le moins. Mais si la dimension artistique vous plaît, vous pouvez faire vraiment des choses jolies. Il y a un bémol, vraiment un bémol, et on le voit avec les compétitions mind mapping notamment, c'est qu'à un moment donné, si si le visuel prend le pas sur la gestion de l'information, on va perdre en clarté. Et c'est dommage. Pour moi, je trouve que c'est dommage. Et vous le voyez, hein, si vous suivez ce que je fais un petit peu, si vous avez déjà vu d'autres conférences, d'autres visuels que je poste sur les réseaux, moi, mon leitmotiv, c'est plutôt une vision minimaliste pour dégager une certaine forme d'esthétisme, mais surtout de la clarté. Et c'est ça que j'essaye de transmettre.
Après, vous pourrez complexifier à souhait si vous le souhaitez. Mais ensuite, c'est un curseur. C'est un curseur. Attention de garder toujours en tête d'abord la relecture, la clarté de l'information. Voilà cinq points méthodologiques. On va voir maintenant quelques points techniques, vraiment l'aspect technique très concret. Là, j'ai parlé de méthode, mais on n'a pas vu de points précis de technique. La première chose, donc ça va être une redite de ce que j'ai dit sur les éléments, ayez systématiquement un point d'entrée. C'est valable dans tous les outils de pensée visuelle, mind map, sketchnote, facilitation graphique. Il est important d'avoir un point d'entrée facilement identifiable. C'est super important. Et ça va être votre titre. OK. Donc, si je reprends celui-ci, vous voyez, euh, j'ai mon point d'entrée qui est avec une police plus grosse, où j'ai mis en exergue certains mots avec un conteneur spécifique, OK, qui va ressortir. Il est au centre, en haut, c'est la première chose que je vais voir. Le point d'entrée, et j'aurai l'occasion de le redire le dimanche 23 aussi. Votre titre, vous n'êtes pas obligé de noter le titre exact de la conférence ou du livre, etc. Vous pouvez aussi reformuler vous-même ou commencer dans le titre à mettre des éléments graphiques comme des connecteurs s'il y a des liens de causalité ou des signes mathématiques comme des plus, par exemple, vous voyez, des choses comme ça. Vous pouvez commencer déjà à synthétiser avec des éléments graphiques dans le titre. Toujours pareil, hein, si ça donne, ça permet de faire ressortir plus le sens, ça donne plus de clarté. Donc le point d'entrée essentiel. Ensuite, euh, comme je le disais tout à l'heure, les pictos, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. La chose la plus importante, ce sont les mots et le choix des mots et comment vous écrivez bien les mots sur votre planche, sur votre feuille. Et donc ça se travaille, c'est un travail de typo. Euh, je ne sais pas si parmi vous, il y en a certains qui avaient fait le lettering camp. J'avais fait, ouais. Je vois quelques pouces qui se lèvent. Donc on reverra quelques bases, on n'ira pas aussi loin, mais on verra quelques bases pour être tout de suite opérationnel. Ok. Le but, c'est pas de vous emmener dans une formation de 3 ans de calligraphie, hein, c'est pas ça. C'est avec un minimum de matériel, un minimum de temps passé, de monter suffisamment en compétences pour pouvoir avoir plusieurs typos et que ça soit encore une fois, moi j'aime bien ce côté tout-terrain, de pouvoir vous débrouiller en toute situation. Ok. Et dans les sessions d'approfondissement, on ira un peu plus loin sur la typo. Je vous montrerai des choses que vous pourrez travailler dans quelques semaines ou quelques mois après la formation si vous voulez. Puis on fera des ouvertures sur d'autres choses si vous voulez. Mais attention, le piège du sketch hunting par rapport au mind mapping, c'est que potentiellement, vous avez une infinité de possibilités. Et encore une fois, trop de choix tue le choix. Donc au début, on va vraiment restreindre notre choix pour apprendre à l'utiliser et des choses qu'on peut utiliser dans beaucoup de circonstances. Et petit à petit, augmenter le champ des possibles par plaisir déjà, parce que c'est sympa parfois d'avoir d'autres éléments graphiques. Et puis, ça pourra vous permettre de donner encore plus de sens à certaines informations avec un picto précis, un conteneur précis même si un autre conteneur plus généraliste aurait fait le job pour montrer que dans cet espace-là de votre sketchnote, il y a quelque chose de particulier. Mais au début, on se restreint et petit à petit, vous pourrez monter en compétence. Donc vous voyez ici, j'écris quasiment tout le temps en majuscule. J'écris très peu en minuscule sur les sketchnotes parce que l'écriture minuscule est plus lisible sur des textes, l'écriture majuscule est plus lisible sur des mots. Hein, un titre, des choses comme ça. Par contre, aller lire un livre en majuscule, c'est fatigant. L'écriture minuscule a été faite pour que les lettres soient, qu'il y ait un raccord plus facile entre les lettres en termes de perception. Donc la typo, on y reviendra, c'est quelque chose de super important. Ah, j'en ai pas encore parlé. La couleur. Euh, alors j'en ai parlé sans en parler, hein. Vous vous souvenez, le dernier élément méthodologique, un sketch note n'est pas une démonstration
technique, n'allez pas mettre 50 couleurs pour faire joli sur votre sketch note. J'ai vu des exemples comme ça, on ne sait plus où lire. Encore une fois, c'est comme pour les typos, euh, la couleur n'est pas là pour faire joli. La couleur est là pour mettre en exergue les informations importantes. Alors, il y a plusieurs façons de pratiquer. Moi, c'est ma pratique. Souvent, je préfère mettre tous mes conteneurs, mes éléments graphiques en noir. Et je vais plutôt mettre ma couleur. On voit mieux là. La couleur va me permettre de faire ressortir les éléments importants. Vous voyez là, par exemple, j'ai l'acronyme CRAFT. C'était son acronyme pour rédiger un bon prompt. Donc, en couleur, ça me permet de retrouver sur la verticale tout de suite mon acronyme. Vous voyez, les avantages et défis, ça structure entre le jeu de la police plus rajouter la couleur, ça structure mon sketch note. Et puis j'ai quelques mots en orange, c'est la couleur que j'ai choisie, mais on choisit juste une couleur avec un bon contraste entre le blanc et le noir qui permet de mettre en exergue les informations importantes. Hop. Et la dernière chose, les pictos. Bon, j'ai pris un peu d'avance sur la conférence, j'en ai parlé beaucoup. Les pictos, encore une fois, c'est la cerise sur le gâteau. Euh, D'ailleurs, la première expérience qu'on fera le dimanche 23, ça sera sans les pictos. Vous pouvez très bien sketchnoter sans pictos. C'est moins sympa, je suis d'accord. C'est toujours sympa d'avoir cette capacité de représenter des idées en dessin, mais c'est loin d'être le plus important. Vraiment. Par contre, vous allez voir que quand vous aurez les éléments importants, rajouter ça, c'est d'une part très impactant sur la prise de notes en tant que telle, mais c'est un réel plaisir d'avoir cette compétence. Et bonne nouvelle, il n'y a pas besoin d'être bon en dessin. Hein, voilà, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas du dessin artistique. On n'est pas là pour faire la Joconde. On est là juste pour faire. Vous voyez, si je vous demande voilà, la couleur, je fais une palette de couleurs. Si je vous demande de refaire cette palette de couleurs, je pense qu'en regardant cette conférence, vous avez de quoi prendre des notes, refaites-la. Bon, à part si vous n'avez pas les couleurs, mais je pense que tout le monde est capable de le faire. Techniquement, c'est facile. Et vous verrez que tout ce que je fais, après la formation, vous serez capable de le faire. C'est comme le sketchnote d'une façon globale, le dessin pour la pensée visuelle, c'est aussi de la méthode. On verra les deux niveaux que j'enseigne en formation, le niveau 1 et le niveau 2. Euh, le niveau 1, ça sera la même chose qu'en mind map. Et le niveau 2, on ira plus loin sur les personnages. On pourra comment faire des personnages comme ça, les émotions, le mouvement, etc. Pourquoi ça? Pourquoi on va plus loin dans le dessin pour la pensée visuelle en sketchnoting qu'en mind map? Parce que j'ai remarqué qu'en sketchnote, souvent le dessin a une place plus prépondérante qu'en mind map. On a plus la possibilité de s'exprimer avec les pictos que sur les mind maps. Et les deux outils sont très complémentaires. Tout ce que vous avez fait en mind map va vous servir en sketchnote si vous avez fait du mind mapping et inversement. Hein. Et si vous êtes déjà mind mapper ou mind mappeuse et que vous vous mettez au sketchnoting, vous allez devenir un meilleur mind mapper ou mind mappeuse. Et inversement. Si vous faites du sketchnote, vous êtes très bon en sketchnote, que vous vous mettez au mind map, vous allez devenir encore meilleur dans la notion de synthèse, etc. Ça va sur ces éléments techniques? Chose très, très concrète? Ok. Alors, comment devenir sketchnoteur? Ben, c'est très simple. C'est souvent comme ça, quelle que soit la compétence qu'on veut développer. La première chose, c'est de comprendre un peu dans quoi vous vous embarquez. Euh, un minima, c'est comprendre les éléments de méthode et de technique. C'était le deuxième objectif de la soirée. Et un maximum, on pourrait dire, c'est d'avoir les éléments de contexte, d'avoir un peu de côté ouais, contextuel, historique, culturel sur ce que vous voulez apprendre. Euh, c'est important pour savoir d'où ça vient. Et après, dans l'aspect pratique, ça peut être très intéressant. Donc ça, l'aspect compréhension, c'était vraiment l'enjeu de ce soir, ce que je voulais vraiment vous apporter ce soir sur l'aspect sketchnote. Ok. Donc c'est ce qu'on a vu, hein. Surtout l'aspect pensée visuelle, sketchnote ici, le comment ça marche, dans une moindre mesure l'historique. La deuxième chose, c'est d'apprendre. Formez-vous. Je vous déconseille de commencer avec des livres. Vous pouvez le faire. Vous reviendrez me voir dans 6 mois sans doute, parce que apprendre avec des livres, moi je n'ai jamais pu, pour le mind map en tout cas, pour la facilitation graphique non plus. Il y a des choses.
la prise de notes visuelle, les techniques de prise de notes visuelle, ça s'apparente beaucoup à de l'artisanat. Et il y a des tours de main, entre guillemets, à passer. Et je n'ai jamais... Alors, quelqu'un me fera peut-être mentir, vous peut-être. Je n'ai jamais vu quelqu'un apprendre dans des livres et avoir des résultats concluants, clairement. Il y en a peut-être parmi vous qui avez bricolé des mind maps et qui sont venus me voir après. Et vous avez vu, en général, c'est le jour et la nuit entre ce qu'on fait avant et après. Ok, il y a les fondamentaux à poser. Et les fondamentaux, je vais faire une petite aparté là-dessus sur l'apprentissage. Euh, Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'ai beaucoup pratiqué les arts martiaux avec des gens j'ai eu la chance de côtoyer des gens de très haut niveau dans leur discipline. Et je me souviens de ce professeur qui nous disait l'importance des techniques de base, de les répéter encore et encore, et que les techniques dites supérieures ou avancées, c'était pas d'être super rapide, faire des choses super compliquées. Les techniques avancées, ce sont les techniques de base avec un état de conscience ou un état d'esprit avancé. Et ça change tout. Et pour les outils de pensée visuelle, c'est pareil. Si vous avez des bonnes bases, vous allez développer l'état d'esprit, l'état de conscience avancé, c'est rentrer dans le niveau de flow, développer votre niveau d'écoute et de synthèse, et tout va devenir super facile. Donc pour ça, il faut avoir vraiment posé, avoir un socle, vraiment de bonnes bases pour vous appuyer dessus. Donc je vous l'ai dit, un dimanche 23, ça sera la prochaine formation. Donc sketchnoting, révolutionnez vos prises de notes. Voilà, vous avez le process, hein. On capte, on synthétise et on note. Donc c'est une journée entière. On va aller faire un tour sur mon site internet. Dans un instant, je vais vous montrer le détail de tout ça. En termes d'organisation, c'est une journée entière dimanche, 9h-17h avec une pause de midi. C'est une formation qui est calibrée pour durer 2 jours. Et j'ai tiré parti des enseignements, là, des accompagnements qu'on a fait sur les entraînements pour les championnats de mind mapping, où on suivait le groupe sur 8 semaines. Et j'ai remarqué que le fait de le faire 2 jours et de vous lâcher dans la nature après, il y a un certain nombre de pertes en ligne, entre guillemets, malheureusement. Vous savez, ceux qui commencent demain non, demain, l'autre lendemain du lendemain, et qui se mettent pas à pratiquer. Là, l'avantage, c'est qu'on va passer 3, 4 semaines ensemble. Vous aurez des propositions de pratique. Il y aura un groupe Telegram sur lequel vous pourrez échanger, poster si vous le souhaitez, poser vos questions. J'y répondrai, mais vous pourrez aussi interagir entre vous. Vous voyez, il y a une émulation qui va se créer et ça facilite grandement la, comment dire, la mise en pratique. Le deuxième effet très positif, c'est que dans cette formation, je vais vous donner des choses qui ne sont pas au programme de la formation. Ça veut dire quoi? La première journée, en fait, je vais vous donner les bases pour que vous puissiez pratiquer, vraiment pratiquer. Et dans les sessions d'approfondissement, il y a des choses que vous pourrez pratiquer tout de suite et je voudrais vous donner des ouvertures sur des choses que vous pouvez faire plus tard. Et c'est dommage de tout grouper sur un même week-end. Alors que si je vous donne ça déjà après 2, 3 semaines de pratique, ça fera beaucoup plus sens pour vous. Et vous pouvez même peut-être commencer à tester des choses juste après ces séances d'approfondissement. Donc c'est un format que j'ai mis en place il y a un an et demi, je crois, et qui, je trouve, donne des résultats bien meilleurs que de faire 2 jours, 2 jours à suivre comme ça. Et bien sûr, la troisième partie, c'est de pratiquer. Il n'y a pas de secret. Si vous venez et que vous ne pratiquez pas, je ne vends pas du rêve. J'aimerais, hein, qu'on soit comme dans Matrix et de vous vendre une petite carte pour vous brancher derrière le programme Sketchnote, mais non, ça marche pas comme ça. Ok. Et je vais vous donner sur la pratique quelque chose de super important sur cette planche, comment progresser après une formation. C'est valable pour tout ce que j'enseigne en termes de prise de notes visuelle, hein, MyMap ou Sketchnote. Vous commencerez à mettre en pratique plutôt sur de la synchrone. La synchrone, c'est quoi? C'est pas du direct. Donc, n'allez pas faire ça sur une réunion super importante au travail. N'allez pas faire ça sur des conférences ou des formations en live. Hein. Dans un premier temps, faites ce que vous savez faire. Et sur des choses où il n'y a aucun enjeu. Parce que s'il y a de l'enjeu, si vous êtes en phase, si vous n'êtes pas en phase de ce qu'on appelle la compétence inconsciente, en phase d'automatisation de la compétence, ça va créer du stress et ça va polluer votre attention et ça risque, vous risquez de vous cracher. Donc grosso modo, ça va être à partir de texte, éventuellement à partir de vidéos ou d'audio, mais sur lequel vous pouvez mettre sur pause.
mais déjà à partir de textes, vous voyez, des articles ou des chapitres de livres ou d'un livre que vous avez lu, vous voulez cartographier, vous voulez sketch-noter les grandes idées du bouquin, voilà. Quelque chose de personnel qui vous plaît, hein, sur lequel vous avez du plaisir, mais que il n'y a pas d'enjeu derrière. Et vous allez basculer ensuite, petit à petit, sur des choses synchrones. Alors, vous allez passer du texte, par exemple, à de l'audio ou de la vidéo sur sur l'ordinateur. Donc, vous avez la possibilité de mettre sur pause, et progressivement, vous allez vous engager avec vous-même à ne plus mettre sur pause, vous mettre dans les conditions du direct. Et progressivement, vous pourrez aller sketchoter des conférences, le cahier sur les genoux, et ça marche très très bien. Et vous allez prendre confiance, vous allez voir à un moment donné que ça marche, que ça devient une seconde nature, que c'est facile, c'est plaisant. Vous allez vous demander, mais comment vous avez pu prendre des notes linéaires pendant tant d'années? Vous allez vous rendre compte, vaut mieux ça que pas de notes du tout, hein, c'est encore ça, mais c'est la façon la moins efficace, en fait, de prendre des notes. Euh, que le sketch note se suffit à lui-même, et vous allez pouvoir employer ça sur des choses où il y a des enjeux plus forts. J'ai montré que des productions de ce que j'ai fait. Euh, voilà. Je vais vous montrer d'autres choses. Ça, c'est ma fille qui est en formation, qui commence une formation d'ostéopathie. Et vous voyez, elle fait ses prises de notes et ses fiches de révision de cette façon-là. Voilà. Qu'elle a un code couleur. C'était ses premières. Elle a un peu amélioré depuis. Vous voyez, c'est autre chose que de prendre des notes à l'écrit classique. Voilà, bon, un peu d'anat, ça s'y prête bien. Alors le scan est très mauvais. Je ne sais plus qui avait fait ça. Euh, Ah, c'était sur la clarification. C'était une ancienne formation pour clarifier. C'était une professeure de français langue étrangère pour clarifier un projet lié à son boulot. Hop, ça c'est pareil. C'était pour sketchnoter une formation sur le stress. Alors là, le défaut, il y a beaucoup de pictos et peut-être pas assez de mots. Donc encore une fois, c'est personnel. Donc peut-être que la personne, ça va lui parler assez. Mais attention, est-ce que dans 6 mois ou un an, si j'ai besoin de revenir sur mon sketchnote, est-ce que ça va être aussi parlant? C'est pour ça que les mots sont importants, hein. C'est des mots et des éléments graphiques. Voilà, d'autres exemples. Ça, c'est une prise de notes une conférence de Claudia. Ça, c'était une réflexion voilà, sur professionnelle. Ça, c'était le travail d'une mère avec sa fille de mémoire. Voilà. C'est quand même plus sympa pour faire un résumé de livre que de faire une fiche de lecture classique par paragraphe, quoi. Ça, c'est un sketch note d'une rencontre remarquable avec un ami, Sébastien Martinez, qui a été champion de France de mémoire, que vous pouvez retrouver sur c'est ancien sur les lives. C'était une session sympa. Vous voyez, c'est des gens qui ont fait la formation et qui mettent en pratique. Donc, c'est des sketch notes assez proches de la fin de formation. Et vous voyez, c'est relativement proche de ce que je fais encore dans le style. Et plus ça va aller, plus les gens vont créer leur propre style. Ça, c'est marrant, alors, vous voyez, c'est exactement ça. C'est une pratique synchrone sans aucun enjeu. C'est une personne qui avait fait la formation, qui regardait la remise des Césars. Il dit, ah, tiens, pourquoi pas sketchnoter les Césars, voilà, comme ça. Typiquement, je me teste sur du direct, sans aucun enjeu, sans retouche, et le résultat est ça. C'est plutôt sympa, voilà. Elle a juste capté les éléments, elle, qu'elle avait envie de noter, qui lui parlaient. Et vous vous demanderez comment ça peut être aussi bien structuré en direct. Encore une fois, souvenez-vous, préparation, captation, finalisation. Et puis, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues sur les structures et il y a tout un travail d'anticipation aussi. C'est pour ça que, vous voyez, les traits, on les fait à la fin, par exemple, ce qui permet d'aligner quelque chose ça donne de la clarté. Euh, pour terminer, je vais juste, ça va être la page promo. Juste vous emmener sur la page de présentation de la formation si vous n'avez pas vu. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Hop, il est là si vous voulez y aller après. Alors, je vais peut-être arrêter le partager, ce sera plus facile. Tac, vous avez le lien ici.
Donc pour accéder à cette page, vous avez le lien direct. Si jamais vous perdez le lien, vous êtes sur mon site, vous faites juste formation, formation Zoom. Ok, dans les formations Zoom, vous avez les trois que je propose, MyMap, Sketchshot, Lecture, et c'est le sketchnoting ici. Donc le replay sera ici. Peut-être qu'on fera une deuxième conférence la semaine prochaine. Pas sûr d'avoir le temps. Si je n'ai pas le temps, je mettrai le replay d'une ancienne conférence que j'ai faite très pratico-pratique pour faire votre premier sketchnote. Donc vous avez quelques exemples, etc. Donc pour ceux qui se demandaient le tarif est là, 247 euros. J'étais un peu tard, donc vous avez de la chance, vous avez un tarif de lancement alors que c'est que dans 2 semaines. Hop. Et ici, vous avez donc la formation initiale. Donc encore une fois, hein, on va construire la boîte à outils visuelle et on va la mettre en œuvre. C'est ça la première journée. Et euh, je vous le précise tout de suite, je ne distribue, vous n'aurez aucun support type manuel avec cette formation. Par contre, vous allez construire avec moi, c'est extrêmement impactant, vous allez construire avec moi votre manuel de formateur de sketchnoteur et vous allez voir, rien qu'à la fin de la première journée, il y a de fortes chances que vous soyez scotché par ce que vous avez produit. Et pourquoi je ne distribue pas quelque chose tout fait? Parce que je veux que ça soit quelque chose d'évolutif, sur des feuilles blanches que vous allez pouvoir perforer, classer et rajouter des éléments en fonction de vos pratiques. C'est quelque chose de vivant que j'aimerais que vous puissiez avoir sous la main. Après, on fera une première session d'approfondissement où on passera une deuxième couche sur la boîte à outils visuelle. On verra des choses plus avancées que je montre pas la première journée parce que c'est un peu plus complexe. Parfois, il n'y a rien de compliqué, mais ça demande un peu plus d'attention, ça demande un temps d'apprentissage, vous voyez, sur certains conteneurs, certains connecteurs, etc. Et ça sert à rien de vous polluer avec ça sur la première journée, parce que la première journée, elle sera vraiment. L'enjeu, c'est vraiment de changer votre paradigme de traitement de l'information, de passer du linéaire à la spatialisation de l'information, d'écrire correctement et d'arriver à connecter les infos. Donc on prendra des éléments simples. Et dans cette première session d'approfondissement, on montera d'un cran sur ces éléments graphiques. Euh, Pédagogiquement aussi, on fera le plus dur le premier jour. Voilà. Comme en mind mapping, souvenez-vous ceux qu'on fait le praticien mind mapping, on commence par l'entretien croisé, c'est le plus dur, tout le reste est plus facile. Et vous voyez que ça marche quand même, même avec le plus dur. Euh, et du coup, là, on passera par les textes. Sur la deuxième session, on verra la méthodologie qui est un peu différente que ce qu'on fait pour les vidéos et le synchrone comme ça. Deuxième session d'approfondissement, donc ça aura lieu les 3 mercredis suivants, le 23. Le mercredi soir, je crois que c'était à 19h. Les mêmes horaires, oui, c'est ça. Il faut juste apprendre à lire, excusez-moi, c'est marqué ici. Donc ici, on va approfondir les pictos, on ira plus loin et on verra comment on construit une banque de pictos, c'est super, super sympa à faire. Et la troisième session, je vous donnerai des pistes d'approfondissement et on analysera des sketch notes. On verra des sketch notes que j'ai produits, des sketch notes d'autres personnes, et on identifiera des grandes structures, des grands patterns, hein, en plus de ce que je vous aurais donné la première journée, pour que vous puissiez avoir d'autres exemples. Et, euh, et ça aussi, je n'en ai pas parlé, mais c'est une très bonne démarche quand vous êtes dans ce genre d'apprentissage. N'hésitez pas à voler, à dérober. Il y a un super livre, Voler comme un artiste. Je ne sais pas si vous l'avez lu, il est là. Moi, je suis en partage d'écran, c'est pas grave. Voler comme un artiste de Austin Kleon, dans le sens de dérober. Où lui défend la thèse, il n'est pas le seul, hein, que on ne crée rien ex nihilo. On a des sources d'information, des sources d'influence en fait, on a des influences, des sources d'inspiration. Et il y a une espèce de mayonnaise qui va se faire dans votre esprit, dans votre cerveau. Et de là va naître, euh, pour le sketchnoting, votre propre style. Donc allez puiser, commencez par ce que je fais, sincèrement. Moi j'ai un style clair, simple, vite, vite applicable. Et je vais vraiment vous inviter à sortir du purement style Cyril Met, entre guillemets, pour explorer d'autres choses qui correspondent plus à votre sensibilité. Et donc on verra d'autres choses dans cette session. Voilà. En bonus, bien sûr, donc les sessions sont enregistrées. Vous aurez tous les replays dans votre espace client, avec
tous les supports qui ne sont pas des supports, mais on fera ça comme si on était dans une salle. Euh, je serai sur mon paperboard, je lèverai ma caméra, vous verrez, et vous aurez tous les paperboards, etc., les photos des paperboards, mais de toute façon, vous aurez tout sur votre manuel de sketchnoter déjà. Vous avez le groupe Telegram privé, dont j'ai parlé, sur lequel vous pouvez interagir et qui ne se ferme pas après la formation. Vous pouvez le laisser vivant après. Donc les supports téléchargeables, j'en ai parlé. Et puis, pour ceux qui m'enverront les sketchnotes pendant la formation, entre les sessions d'approfondissement, je vous ferai des retours personnalisés pour identifier tous les points positifs, pardon, excusez-moi, et voir s'il y a éventuellement des axes d'amélioration. Donc voilà, vous avez les dates, vous avez toutes les infos sur cette page. Est-ce que vous avez des questions sur le sketchnote en général, sur la formation? Dites-moi tout. Est-ce que c'était clair? Mhm. A priori, il n'y a pas de questions? Eh bien, c'est parfait. Eh bien, écoutez, j'espère vous voir Question. le 23 pour ceux qui... Il y a une J'ai une question, question. Oui. Brigitte? Il vaut Oui. mieux commencer par faire du mind mapping ou du sketchnoting? Euh, Avant, j'aurais dit le mind mapping. Pendant longtemps, je disais ça. Et Mm, j'ai remarqué que c'était pas valable pour tout le monde. Et mm, les deux points d'entrée sont très bons, mm. sincèrement. Les deux points d'entrée sont Ouais. très bons. En sketchnoting, vous prendrez beaucoup plus de plaisir. Mm, Beaucoup, c'est, personne ne fait les deux là, non, parmi les présents. En sketchnoting, on prend plus de plaisir, on a beaucoup plus de liberté, c'est plus sympa. mm, Le mind map, c'est mm. contraint et contraignant. Ouais, Par contre, le mind map, c'est sympa sur le côté précis, esprit de synthèse, etc. ouais, Voilà. ouais. Et les deux Et, sont extrêmement complémentaires. ouais, ouais. Et pour, par exemple, si on veut résumer des livres, ou présenter des livres, il vaut mieux faire laquelle des deux méthodes? Les deux fonctionnent. Moi, Les je deux préfère le fonctionnent. sketchnote. Mm. Et ouais, Je préfère le sketchnote parce qu'à la relecture, c'est beaucoup plus engageant. ok, d'accord. C'est beaucoup plus engageant qu'un... Les mind maps, je ne peux pas trop vous en montrer parce que c'est des mind maps de... Parce que j'en ai là. Si je peux... Hop, il est pas là, mais est-ce qu'il est là-bas? Le mind map que j'ai fait au dernier championnat de France de mind mapping. Arbitrage. Il faut sortir la bonne boîte. Voilà. Donc au championnat de France, il y a une épreuve qui est une épreuve de prise de notes d'un discours. C'est l'épreuve compliquée, c'est celle que j'ai emportée en Chine, justement, quand je dis que je suis champion du monde. Et ça, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, un mind map, ça ressemble à ça. Mm, Donc c'est sympa, et c'est un mind map, on est un peu plus que le niveau praticien là. Voilà, pour mm, ceux qui ont fait la formation de praticien. Ça, mm, c'est tout ça sans direct, hein. mm, Donc 20 minutes de discours, un peu moins d'ailleurs, il a fait un peu plus de 10 minutes, c'était mm, pas très sympa. mm. Et 20 minutes de finalisation. Ouais. C'est sympa, mais à la relecture, si je veux réactiver les grandes idées d'un bouquin, tu vois, je vais préférer avoir quelque chose comme ça. Ça, c'est une prise de notes d'une journée avec un collectif dont je fais partie, tu vois. Mm, Donc là, il n'y a pas d'enjeu. mm. Il n'y a pas Ouais, d'enjeu, donc tu vois, je passe par le sketchnoting. ouais. Et je fais, en termes de pratique, je fais, ouais, c'est 70-30, je pense, hein. Je sais pas Mm, plus de sketchnote. Je fais plus de sketchnote que de mind map. mm. Mais bon, il y a de bons restes quand même, vous voyez. Ah C'est comme le oui. vélo, ça s'oublie pas. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben merci. Voilà, merci pour ta Merci, question. Cyril. C'est une question qui est récurrente en général, effectivement. Ouais. Mm. Eh bien, écoutez, y a-t-il une autre question avant qu'on se quitte? Ou est-ce que c'est bon? Il y a le chat aussi, alors, hop, je regarde. Non, dans le chat, c'est bon. Karine, merci. Ben, merci, toi, pour ta présence. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée dans ce cas-là. Merci, Cyril. Si vous Toi avez besoin de aussi. compléments, d'autres informations, vous avez mon email. N'hésitez pas
à poser des questions par email d'ici le 23. Et D'accord, ben, au plaisir de se voir peut-être le 23 ou sur une prochaine conférence, une prochaine formation. Voilà. d'accord. Au plaisir. Marche. Au Allez, Merci, revoir. Cyril. Bonne Bonsoir. soirée. au revoir tout le monde. Au revoir.